Entre harcèlement, manipulation et humiliation constante, de plus en plus de personnes se découvrent sous l'emprise d'un pervers narcissique. Avec le retour du confinement, Marlène Schiappa, ministre déléguée chargée de la citoyenneté, a annoncé une hausse de 15% dans les appels passés pour dénoncer une situation de violence conjugale. Des pétitions, de plus en plus nombreuses, dénoncent le manque de prise en compte dans ces chiffres des victimes de pervers narcissiques. Mais si ce terme est souvent employé dans le langage courant, à tort ou à travers, qu'implique-t-il précisément? Et quelles en sont les caractéristiques? À quoi les reconnaît-on? Contre les nombreuses idées reçues et présupposées sur cette pathologie complexe, nous avons interrogé la psychologue et psychothérapeute Nathalie Payusso afin d'en apprendre davantage. Je m'appelle Nathalie Payusso, je suis psychologue clinicienne psychothérapeute. J'ai une spécialisation dans la prise en charge de la douleur. Le sujet de la perversion narcissique est effectivement un sujet que je trouve intéressant et important d'aborder. Après, voilà, c'est une expression qu'on entend beaucoup depuis des années, mais qui finalement regroupe un certain nombre, je pense, de pathologies où c'est des traits de caractère pervers et narcissiques qui ressortent. Au-delà de la simple manipulation, il s'agit d'une forme de toxicité importante lorsqu'elle est projetée sur une personne ou sur un groupe de personnes. Vous souvenez-vous de Julien Sorel dans Le Rouge et le Noir de Stendhal? Ce personnage emblématique a certains des aspects du pervers narcissique. Il n'hésite pas à utiliser son charisme pour séduire les femmes et même certains hommes et les garder sous sa coupe pour en tirer profit. Dans la littérature ou au cinéma, les relations toxiques sont souvent romantisées. Cela pose problème dans la mesure où l'imaginaire construit diffère de la réalité vécue. Les situations problématiques induites par cette pathologie, loin d'être fictives, ont des conséquences graves sur les victimes qui y sont exposées. On est tous parfois enclins, entre guillemets, à manipuler, mais avec bienveillance, quelqu'un quand on veut obtenir de lui quelque chose. Par exemple, dans un couple, si on a envie d'aller se promener et que l'autre préfère faire ça, on va essayer de trouver les bons arguments pour obtenir ce qu'on veut. Donc, la manipulation, elle fait partie, on va dire, des relations humaines. Mais là, elle est bienveillante. Dans le cadre d'une relation avec un pervers narcissique, elle est toxique et destructrice. C'est le cas d'Emma. Elle rencontre son premier copain au lycée. Cela fait 6 ans que cette relation dure, malgré les nombreuses ruptures justifiées par le comportement abusif de son compagnon. Dès le début de notre relation, il jouait avec mes sentiments, il me quittait pour revenir avec son ex, qui était une de mes amies, puis ensuite venir me séduire à nouveau. Enfin, c'était un petit peu un jeu de girouette, de chien et chat, comme je pourrais le définir. Puis j'ai vraiment pris conscience que c'était un pervers narcissique, parce qu'au début j'étais assez naïve. J'avais confiance en lui, je lui pouvais tout me faire, je lui pardonnais toujours. D'ailleurs, j'ai subi pendant une longue période des violences, pas que psychologiques, finalement même physiques, dans notre relation amoureuse et nos relations sexuelles d'ailleurs. On avait eu quelques fantasmes, ça d'accord, je suis d'accord qu'on avait eu ensemble, sauf qu'à un moment, je lui ai dit non, et pour lui, c'est non, c'était toujours un jeu, il refusait de croire à mon refus de faire des choses qui me plaisaient pas. Pour lui, une fille qui disait non, c'était une fille qui voulait jouer. Emma n'est pas un cas isolé. En 2019, selon le ministère de l'Intérieur, les forces de l'ordre ont recensé plus de 142 000 victimes de violences conjugales, ce qui représente une hausse de 16% par rapport aux chiffres de 2018. Ces chiffres encouragent la création d'outils de prévention. Parmi ces initiatives, on trouve le violent maître, une échelle graduée reprise par des collectifs comme Nous Toutes ou La Balle Sexiste, destinée à repérer les comportements violents dans un couple. Au début de ma relation, je disais rien, je pleurais et je prenais sur moi. Mais petit à petit, je suis devenue plus mature, j'ai évolué. Et surtout, j'ai compris que c'était plus normal et je voulais plus tout supporter. Et là, à partir du moment où je me suis rebellée, il est devenu encore plus violent dans ses propos parce qu'il supportait pas que je lui obéisse plus, si on peut dire ça comme ça. Et nos disputes devenaient de plus en plus fréquentes et violentes. Et quand on a eu de nombreuses ruptures, ça me mettait vraiment mal. J'étais tellement habituée à ce qu'il soit avec moi. J'étais dans une relation de dépendance affective avec lui que dès qu'il m'appelait pas, je me sentais seule, je voulais voir personne, on était chez moi. Et à chaque fois que j'avais un message ou un appel, je savais que c'était lui. Même si je savais que notre relation était malsaine, je revenais toujours vers lui parce que j'étais tellement attachée
à ce que j'avais vécu avec lui pendant 6 ans, que je pouvais pas ne pas revenir. C'était comme devenu une habitude, un besoin. En temps de confinement, la question est d'autant plus d'actualité que nous sommes potentiellement amenés à découvrir une facette, jusque-là inconnue, de la personnalité d'un conjoint ou d'une conjointe. Mais la personnalité narcissique n'est pas exclusive au couple. Elle est également présente dans le cercle familial. Que faire lorsque le pervers narcissique est un parent ? Antonin nous parle de la relation tumultueuse et alambiquée qu'il a entretenue avec son père pendant des années avant de prendre son envol. D'aussi longtemps que je me souvienne, depuis que je suis tout petit, c'est un rapport vertical de domination et naturel pour mon père, où il est le père tortueux à l'intérieur du domicile, mais le martyr, la victime de ses proches, le bon papa à l'extérieur. C'est le néant en fait. En fait, quand tu sais, quand t'as l'habitude de la violence, c'est vraiment, t'as plus de réaction, t'as plus d'émotion. Enfin, vraiment, c'est vraiment, enfin, c'est ça, quand la violence est monnaie courante, répétitive, quand tu sais que le calme n'est que temporaire, que ton quotidien ne fait plus sens, car justement, tous tes sens sont justement astreints à une autorité suprême que tu ne peux pas défier, en fait, tu n'existes plus. Ainsi, les profils de pervers narcissiques sont divers et variés. Le pervers narcissique peut être un homme, c'est d'ailleurs plus généralement ce à quoi on l'associe, mais il existe aussi des femmes pervers narcissiques dont le mode opératoire n'est pas exactement le même, mais qui conservent des traits de similitude avec les hommes. Les femmes parfois peuvent être très tordues dans leur manière de réagir, et je pense c'était un patient que j'avais accompagné dont sa femme était très perverse et avait une fois arraché son chemisier et dit à un de ses amis que son mari était violent, alors que c'est quelqu'un qui était quelqu'un qui était doux, qui n'avait pas eu de violence. Donc, mais elle voulait, entre autres, que lui ne voit plus les enfants, alors que c'était un père qui s'investissait au niveau de l'éducation de ses enfants. Cette façade, que l'on retrouve chez presque tous les pervers narcissiques, est caractéristique de leurs agissements. Pour isoler et tourmenter la victime, le PN modifie radicalement son caractère, passant du père, du mari, de la femme exemplaire à une toute autre personne. Donc c'est souvent des personnes qui vont avoir deux personnalités, une façade sociale qui va se montrer très conviviale, très agréable, très souple, alors qu'il y a une deuxième façade qu'on voit dans l'intimité ou en groupe restreint qui est tout autre en fait, qui va être souvent dans des reproches, l'agressivité, et ce sont des personnes qui vont souffler le chaud et le froid. Donc il y a souvent une phase de séduction où la personne va séduire, essayer de charmer entre guillemets la future victime pour créer un lien d'attachement et de dépendance affective avec des injonctions paradoxales, c'est-à-dire qu'un jour la personne va pouvoir dire blanc et le lendemain noir et le surlendemain va redire autre chose alors qu'on va parler du même sujet. Donc c'est des réactions qui peuvent être vraiment très déstabilisantes. Ce qui fait beaucoup de dégâts, c'est le sentiment d'incompréhension et de perte de repères qui mène bien souvent à l'isolement de la victime. Je pense que tout le monde peut être confronté à ce type de profil, mais en fonction de son histoire, de sa construction narcissique, soit on va le repérer rapidement et partir, se dire non, c'est un mode relationnel qui ne me convient pas, je sens pas bien, je m'en vais. Mais souvent les personnes qui restent, parce qu'il y a comme s'il y a une toile qui se crée affective et en termes d'attachement, ces personnes vont avoir du mal à partir finalement. Non mécontent de voir qu'il détient une emprise sur sa proie, il vampirise son énergie et ses convictions. Cette figure du vampire qui assouvit son besoin de domination est aussi représentée dans la littérature. Dans Belle Amie de Maupassant, Georges Duroy est un arriviste sans scrupules qui use de son charme naturel pour gravir les échelons sociaux en vampirisant ceux qui l'entourent, en absorbant leur énergie, leur talent et leur argent. Dans le cadre de l'entreprise, quand parfois les personnes sont confrontées à ça, c'est parfois indispensable d'avoir recours à un avocat de droit social pour justement pouvoir mettre fin à un contrat, pas s'enliser dans une relation qui va être destructrice et où la personne va être en arrêt pour dépression, etc. Mais de savoir finalement partir au bon moment. Pas obligatoirement que ça soit porté devant les tribunaux, mais qu'il y ait un accord qui soit passé entre l'entreprise et le salarié, pas obligatoirement avec le pervers narcissique, parce que le pervers narcissique ne se remet quasiment jamais en question. Donc
il admettra jamais. Il dira que c'était le salarié qui comprenait pas ou qui a déformé les propos, a mal interprété, etc. Mais parfois, et souvent, je trouve que c'est une bonne chose quand le salarié fait appel à un avocat pour sortir un petit peu de ce conflit et se dire, ben voilà, c'était une mauvaise expérience, je ferme la parenthèse, mais je vais rebondir dans un autre travail. Rebondir, cela semble nécessaire. Encore faut-il pouvoir sortir de ce cercle mis en place par le pervers narcissique. Car même si la victime arrive à un stade de pleine conscience, il lui est parfois difficile, voire impossible de réagir immédiatement. Parfois même, alors qu'il est celui à l'origine de la souffrance, le pervers narcissique se place en sauveur, voire en figure rassurante. Ce qui m'a plu chez ce pervers narcissique, c'est le fait qu'il me protège, qu'il ait un petit peu un statut de papa, de grand frère. Et en fait, je pense à ce moment-là qu'il a eu une sorte de domination sur moi, mais que j'étais la personne faible qui avait protégée et lui protecteur. Le pervers narcissique a recours au love bombing, aussi appelé bombardement d'amour, pour rassurer et influencer le comportement de la victime. Antonin, désormais éloigné de l'emprise de son père, est conscient de ses sentiments parfois contradictoires à l'égard de celui qui l'a blessé et tourmenté pendant de longues années. Pendant longtemps, ça a été un rapport de force. Donc c'était malheureusement le seul moyen d'être respecté. Enfin, maintenant, on se voit plus trop souvent, mais aujourd'hui, alors, est-ce que c'est parce qu'il a peur de se retrouver seul? Est-ce que, je sais pas trop, mais aujourd'hui, je sais pas, peut-être qu'il est dans une facette de séduction ou pas, enfin, mais il revient de manière gentille vers moi, et donc, quelque part, et c'est ça où, encore une fois, le bas blesse, c'est quelque part, enfin, moi, j'ai besoin aussi de cet amour que je n'ai pas eu quelque part, tu vois, je veux quand même qu'il soit fier de moi, parce que ça reste mon père, et c'est ça où c'est difficile, c'est que je sais qu'il m'en a fait baver, mais il y a encore une partie de moi qui veut, tu vois ce que je veux dire, qui veut être à la hauteur de son papa. Donc, je dirais que voilà, pour pas être exposé trop longtemps à des relations toxiques, c'est d'arriver finalement à écouter la petite voix intérieure qu'on a tous et de se dire, ben voilà, si mon sommeil est pas bien, que j'ai plus envie de voir mes amis, que j'ai une perte d'appétit, que j'arrive pas à me concentrer, que j'ai pas envie de m'habiller, que je prends plus soin de moi, une perte d'intérêt global finalement dans divers domaines, c'est de se dire, ben, peut-être que la relation là, en tout cas amoureuse ou le travail dans lequel je suis ne me convient pas et de partir. Alors parfois il faut du temps, mais je pense que c'est de prendre la décision de se dire, voilà, c'est quelque chose qui ne me convient pas, donc je mets des jalons pour avancer et partir. Bah vraiment, en fait, vraiment juste un seul conseil, c'est fuir si vraiment t'en as l'opportunité et jamais s'accrocher si possible, même si encore une fois, on l'a vu, c'est pas aussi facile que ça. Donc, mais vraiment, je pense vraiment que ces personnes, elles ne changeront pas. Donc, elles ne veulent pas de ton aide. En fait, seulement ta santé et ta bonne humeur. En fait, c'est vraiment, il n'y a pas besoin de tergiverser, c'est juste ça. Si vous souhaitez approfondir vos connaissances au-delà des préjugés ou en découvrir davantage sur cette figure emblématique propre aux relations toxiques, nous vous invitons à regarder la vidéo du professeur Moustache disponible sur Arte. Vous y constaterez qu'il ne s'agit pas de cas extrêmes ou rares, il s'agit de violences récurrentes et fréquentes dont les principales victimes sont les femmes. Si vous êtes victime de violences, n'hésitez pas à demander de l'aide.